Je n'oublierai jamais le regard de mépris que ma belle-fille Camille m'a lancé ce soir-là, au restaurant La Belle Époque. Ses yeux bleus, d'habitude si calculateurs, débordaient maintenant d'une arrogance qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler. « Personne ne t'aime, vieille femme. Ils veulent juste ton argent. » Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme l'écho d'une vérité que je connaissais déjà, mais que personne n'avait osé prononcer à voix haute jusqu'alors. Je m'appelle Marguerite Dubois. À 68 ans, avec mes cheveux blancs coiffés en un chignon élégant et mes perles qui ne me quittent jamais, je représente pour beaucoup l'image de la grand-mère parisienne typique. Pendant 4 décennies, j'ai habité dans un appartement magnifique au cœur du Marais, ce quartier de Paris où l'histoire suinte des murs de chaque bâtiment. J'y ai élevé mes 2 fils, Antoine et Philippe, après le décès prématuré de mon mari, Robert. J'y ai accumulé des souvenirs, des livres d'art, des tableaux et cette sensation d'être chez moi. Ce que ma famille ignore, c'est que derrière cette façade de veuve distinguée se cache une femme qui a mené une double vie professionnelle. Avant d'enseigner l'histoire de l'art à la Sorbonne, j'ai travaillé pendant 10 ans comme enquêtrice spécialisée dans les fraudes financières pour une institution bancaire prestigieuse. J'ai appris à repérer les mensonges, à suivre la trace de l'argent, à documenter les preuves, des compétences que je n'aurais jamais pensé devoir utiliser contre mes propres enfants. Les signes étaient là depuis longtemps, les visites qui se raréfiaient, sauf quand il était question d'argent. Les regards furtifs échangés entre Antoine et Philippe quand je parlais de mes projets d'avenir. Les appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce. Mais je refusais de voir la vérité. Quelle mère accepterait de croire que ses enfants, qu'elle a élevés seule avec tant d'amour, puissent la considérer comme un obstacle à leur enrichissement? La première preuve concrète est venue un jour d'automne, il y a 3 ans. J'étais assise au Café des Artistes, sirotant un café en attendant mon vieil ami Lucien Moreau. De l'autre côté de la rue, j'ai aperçu Antoine qui sortait de la Banque nationale de Paris. Il ne m'avait pas vu. Son visage reflétait une satisfaction inhabituelle. 3 jours plus tard, en vérifiant mes relevés bancaires, j'ai découvert qu'une somme importante avait été transférée vers un compte que je ne reconnaissais pas. La signature sur le formulaire d'autorisation ressemblait à la mienne, mais présentait des différences subtiles qu'un œil non exercé n'aurait jamais remarquées. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais au lieu de me confronter immédiatement à mes fils, j'ai décidé d'utiliser mes anciennes compétences. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de toutes les transactions suspectes. J'ai installé un petit enregistreur dans mon salon, dissimulé dans une boîte à bijoux que personne n'ouvrait jamais. J'ai fait semblant d'être plus distraite, plus fragile, laissant traîner des documents financiers comme appât, et ils ont mordu à l'hameçon. Philippe, mon fils cadet, avocat de profession, était plus discret qu'Antoine, mais il était tout aussi impliqué. Un jour, alors qu'il pensait que je faisais ma sieste habituelle, je l'ai entendu au téléphone, discutant avec un collègue des moyens de contester le testament de son père, prétendant que j'étais mentalement incapable de gérer mes finances. « Elle devient sénile », disait-il d'une voix froide que je ne lui connaissais pas. « Ce sera facile de convaincre un juge. » Ma petite fille Juliette a été ma lumière dans cette obscurité. À 21 ans, avec ses yeux vifs et son amour sincère pour l'art, elle me rappelait tellement moi-même à son âge. Elle venait souvent me voir, non pas pour demander de l'argent, mais pour parler de ses études, de ses rêves, de ses inquiétudes. C'est elle qui a surpris une conversation entre son père Antoine et sa mère Camille, parlant de la façon dont il réaménagerait mon appartement après m'avoir placé dans une résidence pour personnes âgées. Juliette est venue me voir en pleurant, me racontant tout. Ce jour-là, je lui ai révélé mon plan. Pendant les mois qui ont suivi, Juliette est devenue ma complice. Elle photographiait discrètement des documents quand ses parents l'invitaient chez eux. Elle enregistrait des conversations. Elle m'aidait à constituer un dossier solide. Pendant ce temps, je prenais d'autres mesures. J'ai rencontré M. Lefebvre, un avocat âgé et rusé qui avait été un ami de mon défunt mari. Ensemble, nous avons mis en place une stratégie légale. J'ai vendu discrètement mon appartement du Marais à un prix bien supérieur à sa valeur estimée, grâce à un acheteur étranger passionné d'art et d'histoire. L'argent a été transféré sur un compte dont mes fils ignoraient l'existence.
j'ai créé une fondation, la Fondation Lumière, destinée à aider de jeunes artistes talentueux issus de milieux défavorisés. J'ai acheté une petite maison à Antibes, sur la Côte d'Azur, loin de Paris et de ses souvenirs douloureux. Tout était prêt. Il ne me manquait qu'une occasion pour révéler ma main. Cette occasion s'est présentée lors de ce fameux dîner au restaurant La Belle Époque. Antoine avait insisté pour que toute la famille se réunisse pour discuter de mon avenir. Le restaurant était l'un des plus élégants de Paris, avec ses nappes blanches immaculées, ses serveurs en gilet noir et son ambiance feutrée. Je portais ma robe crème préférée et mes perles, celles que vous voyez sur la photo. J'avais arrangé mes cheveux blancs avec soin. Si c'était ma dernière soirée en tant que grand-mère docile, je voulais au moins avoir l'air digne. Le repas avait commencé dans une atmosphère tendue. Antoine et Philippe échangeaient des regards nerveux. Camille buvait plus que d'habitude. Seule Juliette semblait calme, assise à côté de moi, sa main occasionnellement posée sur la mienne en signe de soutien. La conversation tournait autour de banalités, la météo, la politique, les dernières expositions au Louvre. Puis, après le plat principal, Antoine a pris la parole. « Maman » a-t-il commencé avec cette voix mielleuse qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Nous pensons tous que tu devrais envisager de déménager dans un endroit plus adapté à tes besoins. Tes besoins de vieille femme » a ajouté Camille, le vin lui déliant la langue. « L'appartement est trop grand pour toi, trop d'escaliers, trop de choses à entretenir. Nous avons trouvé une résidence très agréable à Neuilly » a poursuivi Philippe. « Tu aurais ta propre chambre, des activités organisées. » Je les écoutais, le visage impassible, sirotant mon vin rouge. À côté de moi, je sentais Juliette se tendre. Elle connaissait le plan, mais l'entendre se dérouler en temps réel était différent. « Et l'appartement » ai-je demandé innocemment, comme si la question venait de me traverser l'esprit. Un silence éloquent a suivi. Puis Antoine a souri, ce sourire que je connaissais trop bien. « Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Nous nous occuperons de tout. » C'est à ce moment que Camille, peut-être frustrée par ma réaction calme, a perdu patience. Elle a posé son verre de vin avec force sur la table, renversant quelques gouttes sur la nappe blanche. « Pour l'amour du ciel, cessons cette mascarade », a-t-elle lancé. « Personne ne t'aime, vieille femme. Ils veulent juste ton argent. » Le temps s'est figé. Les autres clients du restaurant se sont tournés vers notre table. Le serveur qui s'approchait avec le chariot de dessert s'est arrêté net. Antoine a pâli. Philippe a fermé les yeux, comme s'il pouvait effacer ce qui venait d'être dit. Et moi, j'ai souri. C'était le moment que j'attendais depuis 3 ans. Sans un mot, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. Mes doigts, malgré l'arthrite qui parfois les rendait raides, ont composé avec assurance le numéro que je connaissais par cœur. Sous le regard stupéfait de ma famille, j'ai porté l'appareil à mon oreille, mes perles captant la lumière tamisée du restaurant. « Allô? Banque nationale de Paris? Marguerite Dubois à l'appareil. Je souhaite confirmer le transfert dont nous avons discuté la semaine dernière. » Le visage de Camille s'est décomposé en un instant. Cette femme toujours si sûre d'elle, avec ses tailleurs hors de prix et son maquillage impeccable, semblait soudain vulnérable. Antoine a tenté de se lever, mais Juliette l'a retenu d'un geste ferme. Je ne l'avais jamais vue aussi déterminée. Ma petite fille, habituellement si douce, montrait enfin sa véritable force. « Oui, monsieur Deschamps, exactement comme prévu. Le montant total, vers la Fondation Lumière. » Immédiatement, j'ai raccroché calmement, reposant mon téléphone sur la nappe blanche. Le silence autour de notre table était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Les autres clients du restaurant La Belle Époque avaient repris leur conversation, mais à voix basse, jetant des regards curieux vers notre table. Notre drame familial devenait le divertissement inattendu de leur soirée gastronomique. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» a demandé Antoine, sa voix habituellement assurée réduite à un murmure étranglé. J'ai pris une gorgée de vin, savourant son bouquet complexe. Un Bordeaux exceptionnel, choisi par Philippe pour m'impressionner sans doute, ignorant que son prix exorbitant serait finalement payé par lui-même et non par ma carte de crédit comme il l'espérait. Ce que je viens de faire, mon fils, j'ai simplement transféré la majeure partie de mes économies vers une fondation que j'ai créée il y a 3 mois. La Fondation Lumière soutiendra de jeunes artistes talentueux issus de milieux défavorisés. Des jeunes qui, contrairement à vous,
n'ont jamais eu la chance d'avoir une mère qui sacrifie tout pour leur éducation. Philippe, toujours l'avocat, a été le premier à retrouver sa contenance professionnelle. Il a ajusté sa cravate, un geste nerveux que je lui connaissais depuis l'enfance, lorsqu'il s'apprêtait à mentir. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es plus en état de prendre ce genre de décision financière. Nous pouvons facilement contester cela devant un tribunal. » Son assurance feinte m'a presque fait sourire. Je me suis souvenu du petit garçon qui, à 8 ans, me jurait n'avoir jamais touché au pot de confiture, malgré les taches rouges sur ses doigts. Même à l'époque, il était déjà habile à construire des mensonges, moins à dissimuler les preuves. Contester sur quelle base, Philippe? Mon incompétence mentale? J'ai sorti de mon sac un document officiel que j'ai posé devant lui. Voici une évaluation psychologique et cognitive complète, réalisée par 3 spécialistes indépendants il y a 2 semaines. Tu remarqueras les signatures et les tampons officiels. Selon ces experts, je suis parfaitement lucide et capable de gérer mes propres affaires. La panique dans ses yeux était presque touchante. Antoine, pendant ce temps, feuilletait frénétiquement le document, cherchant la moindre faille. Camille avait vidé son verre de vin d'un trait et s'en servait un autre, les mains tremblantes. « Mais l'appartement » a murmuré Antoine. « Ah oui, l'appartement du Marais. » J'ai savouré ce moment, laissant le suspense s'installer. Je l'ai vendu il y a 1 mois. Le verre que Camille tenait a glissé de ses doigts, se brisant sur la table en 1000 éclats cristallins. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme une marée écarlate. Une métaphore parfaite de leurs espoirs qui s'effondraient. « Vendu? Tu ne peux pas l'avoir vendu, c'est impossible !» a crié Antoine, oubliant que nous étions dans un restaurant haut de gamme. Non seulement je l'ai vendu, mais à un prix bien supérieur à sa valeur estimée. Un collectionneur japonais passionné par l'architecture haussmannienne et l'histoire de Paris. Il a été particulièrement charmé par la bibliothèque et les moulures d'origine. Il prévoit d'en faire un petit musée privé. J'ai sorti un autre document de mon sac, l'acte de vente notarié. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Une somme qui aurait dû les réjouir s'ils avaient été les bénéficiaires. L'argent de cette vente a également été transféré à la Fondation Lumière, à l'exception d'une petite somme que j'ai utilisée pour acheter une maison à Antibes. Juliette a enfin pris la parole, sa voix douce contrastant avec la tension ambiante. Une maison magnifique, avec vue sur la Méditerranée. Grand-mère m'a invité à y vivre pendant que je termine mes études d'art. J'ai déjà commencé à déménager mes affaires. Le regard que lui a lancé son père était chargé d'une telle fureur que j'ai craint un instant qu'il ne lève la main sur elle. Mais nous étions en public et Antoine avait toujours trop souci des apparences pour se permettre un tel écart. « Tu étais au courant? Tu as participé à cette trahison ?» a-t-il sifflé entre ses dents. Juliette a redressé les épaules, son menton légèrement relevé, dans un geste de défi que je reconnaissais comme le mien. « Ce n'est pas une trahison, papa, c'est de la justice. » J'ai posé ma main sur celle de ma petite fille, fière de sa force tranquille. Puis, j'ai regardé mes fils droit dans les yeux, l'un après l'autre. Maintenant, parlons des raisons qui m'ont poussé à prendre ces mesures drastiques. J'ai ouvert un dossier plus épais, rempli de documents soigneusement organisés et annotés. Des relevés bancaires, des formulaires de transfert, des copies de chèques, des transcriptions d'enregistrements, le fruit de 3 années de patience et de méthode. Antoine, ce document est une copie du formulaire de transfert que tu as falsifié il y a 3 ans, déplaçant 75 000 € de mon compte vers le tien. Remarque la signature. Une imitation presque parfaite de la mienne, mais pas tout à fait. Les boucles du G et du B sont légèrement différentes. Un expert en graphologie l'a confirmé. J'ai tourné quelques pages, imperturbable face à son visage blême. Et voici des copies de chèques que tu as émis en mon nom pour payer les frais de scolarité dans une école privée suisse pour tes enfants. Des chèques que je n'ai jamais signés, bien sûr. Antoine a tenté de protester, mais je l'ai coupé d'un geste. Ne te fatigue pas à nier. J'ai déjà déposé ces preuves chez un notaire avec instruction de les remettre au procureur de la République si quelque chose devait m'arriver. Accidentellement, je me suis tourné vers Philippe, dont le front se couvrait de sueur, malgré l'air conditionné du restaurant. Quant à toi, mon fils, voici les transcriptions de 4 conversations téléphoniques où tu discutes avec ton collègue Maître Rousseau
des moyens de me faire déclarer mentalement incompétente. J'ai particulièrement apprécié ce passage où tu lui promets 15% de l'héritage en échange de son témoignage sur ma prétendue démence. J'ai sorti un petit appareil d'enregistrement de mon sac. Les enregistrements originaux sont également chez le notaire, ainsi que les vidéos prises par les caméras de sécurité que j'ai fait installer dans mon appartement il y a 2 ans. Des caméras qui ont capturé Antoine fouillant dans mon bureau et ouvrant mon coffre-fort pendant que vous me croyiez à mon cours hebdomadaire d'aquarelle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même Camille, d'habitude si prompte à l'attaque, semblait pétrifiée. Le serveur qui s'était approché pour nettoyer le verre brisé s'est retiré discrètement, sentant que ce n'était pas le moment d'interrompre. Vous vous demandez probablement comment j'ai pu rassembler toutes ces preuves, ai-je poursuivi. Ma voix étrangement calme, malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Comment une vieille femme comme moi, pour reprendre les mots si délicats de Camille, aurait pu être si méthodique? J'ai pris une gorgée d'eau, ma gorge soudain sèche. Avant d'enseigner l'histoire de l'art à la Sorbonne, j'ai travaillé pendant 10 ans comme enquêtrice spécialisée dans les fraudes financières. Une information que vous auriez pu connaître si vous vous étiez jamais intéressé à ma vie avant de devenir votre mère. Le choc sur leur visage valait toutes les vengeances du monde. Cette femme qu'ils croyaient connaître, qu'ils pensaient pouvoir manipuler facilement, venait de révéler une facette d'elle-même qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. Mais pourquoi, a finalement demandé Antoine, sa voix à peine audible. Pourquoi ne pas nous avoir confrontés directement? J'ai senti une vague de tristesse m'envahir. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, il restait d'aimer mes fils, les enfants que j'avais portés, nourris, aimés inconditionnellement. Parce que je voulais être sûre, parce que j'espérais me tromper, parce que quelle mère veut croire que ses enfants la voient l'éteindre comme un obstacle à leur enrichissement? J'ai attendu, observé, espérant un signe que je me trompais, que sous vos manigances se cachait encore un peu d'amour, mais ce signe n'est jamais venu. J'ai regardé Camille, qui fixait la nappe tachée de vin, incapable de soutenir mon regard. Et puis ce soir, tu m'as offert le cadeau de la vérité nue, Camille. Personne ne t'aime, vieille femme. Des mots cruels, mais honnêtes. Les premiers mots honnêtes que j'ai entendus de ta part en 15 ans de relation. J'ai sorti une dernière enveloppe de mon sac, la posant au centre de la table. Voici ce que je vous propose. Dans cette enveloppe se trouvent des documents légaux que M. Lefebvre a préparés. Si vous les signez, renonçant à toute réclamation sur mes biens présents et futurs, et si vous restituez les sommes détournées dans les 30 jours, je ne poursuivrai pas les accusations criminelles. Le silence qui a suivi était lourd de calculs. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans leurs esprits, évaluant les risques, les conséquences, les options. « Et si nous refusons ?» a demandé Philippe, toujours l'avocat, cherchant à négocier même dans cette position désespérée. Alors le dossier complet sera remis au procureur demain matin. Fraude, faux et usage de faux, tentative d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Les charges sont nombreuses et les preuves solides. J'ai laissé mes paroles s'imprégner, puis j'ai ajouté avec une douceur qui contrastait avec la dureté de mes mots. « Antoine, tu as 2 enfants en bas âge qui ont besoin de leur père. Philippe, ta carrière d'avocat serait irrémédiablement détruite par un procès pour fraude. Je vous laisse réfléchir aux conséquences de votre choix. » La main de Juliette a serré la mienne sous la table. Dans ses yeux, je lisais à la fois de la tristesse pour ce que notre famille était devenue et de la fierté pour ma résolution. Antoine a été le premier à céder. Sans un mot, il a saisi un stylo dans sa poche intérieure et a signé les documents, les poussant ensuite vers Philippe. Celui-ci a hésité plus longtemps, cherchant peut-être une échappatoire juridique. Mais finalement, comprenant qu'il était acculé, il a également signé. Camille regardait la scène avec un mélange d'incrédulité et de rage impuissante. Son monde soigneusement construit s'effondrait devant ses yeux. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-elle murmuré, mais sa voix manquait de conviction. « C'est déjà fait », ai-je répondu simplement en récupérant les documents signés. J'ai fait signe au serveur de nous apporter l'addition. Dans un silence pesant, j'ai sorti ma carte de crédit. Un dernier cadeau pour mes fils ingrats, un repas gastronomique dont ils se souviendraient longtemps. Pendant que nous attendions que le serveur revienne, j'ai retiré lentement mon collier de perles, celui que vous voyez sur la photo,
Ces perles m'avaient été offertes par Robert, mon défunt mari, le jour de la naissance d'Antoine. Elles avaient été témoins de toute notre histoire familiale, des moments de joie comme des périodes sombres. « Juliette, ai-je dit doucement, j'aimerais que tu portes ces perles désormais. » Les yeux de ma petite fille se sont emplis de larmes, tandis que je passais le collier autour de son cou. Antoine a fait un mouvement brusque, comme pour protester, mais s'est ravisé face à mon regard. Ces perles appartenaient à ma mère, puis à moi. Maintenant, elles sont à toi. Elles représentent un héritage différent de celui que tes parents convoitaient. Non pas l'argent ou les biens matériels, mais les valeurs, l'intégrité, la force de caractère. Le serveur est revenu avec le reçu. Je l'ai signé d'un geste assuré, ajoutant un généreux pourboire. Puis je me suis levée, Juliette à mes côtés. Je pars pour Antibes demain. Mes bagages sont déjà prêts. Je doute que nous nous revoyions de sitôt. J'ai regardé une dernière fois ces visages qui m'étaient à la fois si familiers et désormais si étrangers. Mes fils, qui avaient autrefois été de petits garçons blottis contre moi pendant que je leur lisais des histoires. L'amour maternel ne disparaît jamais complètement, même face à la plus grande des trahisons. Si un jour vous décidez de reconstruire une relation basée sur autre chose que la cupidité, ma porte restera ouverte, mais sachez que ce sera à mes conditions et que la confiance, une fois brisée, est difficile à réparer. Sur ces mots, Juliette et moi avons quitté le restaurant, laissant derrière nous 3 personnes en état de choc, confrontées aux conséquences de leurs propres actions. L'air frais du soir parisien m'a accueilli comme une libération. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement, délivré du poids de la trahison et du doute. Dans le taxi qui nous ramenait vers mon appartement, pour ma dernière nuit dans ce lieu chargé de souvenirs, Juliette a posé sa tête sur mon épaule, comme elle le faisait enfant. « Tu as été incroyable, grand-mère », a-t-elle murmuré. J'ai souri, caressant ses cheveux. « Non, ma chérie, j'ai simplement été moi-même, la femme que j'ai toujours été, mais que j'avais mise de côté trop longtemps. » Le taxi filait dans les rues illuminées de Paris, emportant avec lui une vieille femme qui venait de retrouver sa voix, sa force et un nouvel avenir à un âge où beaucoup pensent que tout est déjà écrit. Ce n'était pas une fin, mais un commencement qui avait le goût sucré de la justice et de la liberté retrouvée. La dernière nuit dans mon appartement du Marais fut étrangement sereine. Je m'attendais à ressentir de la mélancolie, peut-être même des regrets, mais ces émotions ne sont jamais venues. Au lieu de cela, j'ai été envahie par un sentiment de légèreté que je n'avais pas connu depuis des années, comme si les murs eux-mêmes, témoins silencieux de tant de trahison, étaient soulagés de me voir partir. Juliette dormait dans l'ancienne chambre d'Antoine, celle qu'il avait occupée jusqu'à ses 18 ans. J'avais conservé intacte la décoration de l'époque, les posters de films des années 90, les trophées de tennis, les livres d'école soigneusement rangés. Une capsule temporelle d'une époque où mon fils était encore un enfant que je reconnaissais, avant que l'ambition et la cupidité ne le transforment en étranger. Je ne pouvais pas dormir. Assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, j'observais les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Cette ville avait été le décor de toute ma vie. J'y étais née en 1956, dans une famille modeste mais cultivée. Mon père était libraire, ma mère traductrice. Il m'avait transmis l'amour des livres, de l'art, de la beauté sous toutes ses formes. C'est grâce à eux que j'avais pu poursuivre des études supérieures, devenir cette femme indépendante que j'étais avant de rencontrer Robert Dubois, mon mari, le père de mes fils, parti trop tôt d'une crise cardiaque à 52 ans. Parfois, dans mes moments de doute, je me demandais ce qu'il aurait pensé de tout cela. Aurait-il vu les signes avant moi? Aurait-il pu empêcher nos fils de devenir ces adultes avides et sans scrupules? Ou était-ce, d'une certaine façon, notre faute à tous les deux? Nous les avions peut-être trop gâtés, trop protégés des difficultés de la vie, créant sans le vouloir ces êtres qui croyaient que tout leur était dû. L'aube commençait à poindre lorsque Juliette m'a rejointe, enveloppée dans une vieille robe de chambre qui avait appartenu à sa mère avant qu'elle n'épouse Antoine. Elle s'est assise sur le tapis à mes pieds, comme elle le faisait enfant lorsque je lui racontais des histoires. « Tu ne regrettes pas ?» a-t-elle demandé doucement,
ses doigts jouant avec les perles que je lui avais données. J'ai caressé ses cheveux, ce geste si naturel entre nous. Je regrette que les choses en soient arrivées là. Je regrette que l'argent ait pris plus d'importance que les liens familiaux. Mais mes actions d'hier soir, non, je ne les regrette pas. Nous sommes restés ainsi en silence, contemplant ensemble ce Paris qui s'éveillait. Les premiers rayons du soleil donnaient aux immeubles haussmanniens cette teinte dorée si caractéristique qui avait inspiré tant de peintres. Bientôt, les déménageurs arriveraient pour les quelques meubles et tableaux que j'avais décidé d'emporter à Antibes. Le reste, la majeure partie de mon mobilier, ma bibliothèque, mes collections de porcelaine, avaient déjà été vendus ou donnés. Je n'avais gardé que l'essentiel, les objets chargés de souvenirs heureux que je ne pouvais me résoudre à abandonner. « Comment as-tu fait ?» a demandé soudain Juliette. « Comment as-tu réussi à tout planifier sans qu'il ne se doute de rien ?» J'ai souri, me rappelant ces 3 années de patience et de dissimulation. J'ai commencé petit, des choses subtiles qu'il ne remarquerait pas. J'ai d'abord créé un compte bancaire dans une autre banque où je virais régulièrement de petites sommes. Puis j'ai contacté mon ancien collègue de la banque, Charles Deschamps, qui travaille maintenant comme consultant financier indépendant. Il m'a aidé à structurer mes investissements de manière à les rendre difficiles à tracer. Je me suis levée pour préparer du café, un rituel matinal que j'accomplissais depuis des décennies. Le parfum familier a envahi l'appartement, créant une atmosphère presque normale dans cette journée qui était tout sauf ordinaire. Mais le plus important a été Lucien. Sans lui, je n'aurais jamais pu mener à bien mon plan. Lucien Moreau, mon plus vieil ami. Nous nous connaissions depuis l'université, bien avant que je ne rencontre Robert. Il avait été mon premier amour, mon confident de toujours. La vie nous avait séparés, lui choisissant de voyager à travers le monde, avant de revenir à Paris pour ouvrir sa librairie, moi optant pour une carrière plus conventionnelle, puis le mariage. Mais notre amitié était restée intacte. C'est chez lui que j'ai caché tous les documents compromettants. C'est lui qui m'a mise en contact avec Monsieur Lefebvre, l'avocat. C'est encore lui qui a trouvé l'acheteur japonais pour l'appartement grâce à ses contacts dans le monde de l'art et de la littérature. Juliette écoutait attentivement, sirotant son café. Elle avait hérité de mon goût pour cette boisson amère que nous prenions toujours sans sucre, une petite rébellion contre la douceur factice que la société impose souvent aux femmes. Et la maison à Antibes, comment l'as-tu trouvée? J'ai souri, me rappelant ce coup de foudre immobilier. C'était presque le fruit du hasard. L'année dernière, je suis allée à Antibes pour une exposition sur Picasso au musée. En me promenant dans les ruelles de la vieille ville, j'ai aperçu cette petite maison avec une pancarte à vendre. Elle n'était pas dans une agence, c'était une vente directe par le propriétaire, un vieil artiste qui retournait vivre en Bretagne. La maison était dans son jus, comme on dit, nécessitant quelques travaux de rénovation, mais elle avait une âme. Et surtout, une vue imprenable sur la Méditerranée. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer des photos. Une façade blanche aux volets bleu lavande, un petit jardin envahi de bougainvilliers et de jasmin, une terrasse où l'on pouvait prendre son petit déjeuner face à la mer. Rien de luxueux, rien d'ostentatoire, mais un lieu qui respirait la paix et la simplicité. J'ai fait une offre le jour même. L'artiste était heureux de vendre à quelqu'un qui appréciait l'atmosphère du lieu, plutôt qu'à un promoteur qui l'aurait démoli pour construire des appartements de luxe. Nous avons conclu la vente discrètement, sans passer par une agence. J'ai utilisé une partie de mes économies personnelles, celles qu'Antoine et Philippe n'avaient pas encore réussi à détourner. Les déménageurs sont arrivés à 8 heures précises. Des hommes efficaces et discrets qui ont emballé et chargé mes affaires en quelques heures à peine. Pendant ce temps, Juliette et moi avons parcouru l'appartement une dernière fois, disant adieu à chaque pièce, à chaque recoin chargé de souvenirs. Dans la chambre d'Antoine, puis celle de Philippe, j'ai laissé sur leurs anciens bureaux 2 lettres identiques. Non pas des explications ou des excuses. Ils ne méritaient ni les unes ni les autres, mais simplement l'adresse de la maison à Antibes et un numéro de téléphone. Une porte entr'ouverte s'ils choisissaient un jour de l'emprunter. Midi approchait lorsque nous avons finalement quitté l'appartement. Sur le seuil, j'ai hésité un instant, la main sur la poignée de cette porte que j'avais franchie des milliers de fois. Tant de souvenirs résidaient entre ces murs, les premiers pas des garçons,
les anniversaires, les Noëls en famille, les disputes et les réconciliations, la mort de Robert, les moments de solitude et de renaissance. Une vie entière condensée dans quelques centaines de mètres carrés. Au revoir, ai-je murmuré, avant de fermer la porte une dernière fois. Le taxi nous attendait en bas. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné, a chargé nos dernières valises dans le coffre pendant que nous montions à l'arrière. Direction la gare de Lyon, où le TGV pour Nice nous attendait. De là, une voiture de location nous conduirait jusqu'à Antibes. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé une dernière fois la façade de l'immeuble. Au 3e étage, les fenêtres de mon ancien appartement semblaient me dire adieu. J'ai ressenti une bouffée inattendue d'émotion, non pas de la tristesse, mais plutôt une forme de gratitude. Cet endroit m'avait abrité pendant les moments les plus heureux et les plus sombres de ma vie. Il avait été témoin de ma transformation, de jeune épouse à mère, puis à veuve, et enfin à cette femme résolue que j'étais devenue. « Ça va, grand-mère » a demandé Juliette, serrant ma main. J'ai hoché la tête, incapable de parler pendant quelques instants. Puis, alors que nous tournions au coin de la rue et que l'immeuble disparaissait de ma vue, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Oui, ma chérie, pour la première fois depuis longtemps, tout va bien. La gare de Lyon était bondée, comme toujours en ce début d'été. Touristes chargés de bagages, hommes d'affaires pressés, familles partant en vacances, un tourbillon de vie qui se croisait sans se voir vraiment. Nous avons trouvé notre wagon et nos places réservées en première classe. Un petit luxe que je m'étais accordé pour ce voyage symbolique vers ma nouvelle vie. Le train a quitté Paris à l'heure prévue, s'élançant vers le sud à grande vitesse. À mesure que nous nous éloignions de la capitale, je sentais mon corps se détendre, les tensions accumulées depuis des années se dissipant peu à peu. Le paysage défilait par la fenêtre, d'abord la banlieue parisienne, puis les champs de la Bourgogne, les collines du Lyonnais, et enfin les premiers signes de la Provence, avec ses cyprès élancés et ses oliviers argentés. Juliette lisait un livre, absorbée dans son monde intérieur comme elle l'avait toujours été. Cette capacité à s'isoler dans la lecture était l'un des nombreux traits que nous partagions. Je l'observais discrètement, émue par sa présence à mes côtés dans cette aventure. Elle avait tout sacrifié, ses amis parisiens, sa proximité avec l'université, la vie culturelle de la capitale, pour me suivre dans ce nouveau départ, par loyauté, par amour, mais aussi, je le savais, par besoin de s'éloigner de l'influence toxique de ses parents. Mon téléphone a vibré dans mon sac, un message de Lucien. « Tout est prêt à Antibes, la maison t'attend. Bon voyage, ma chère amie. » Ce simple texte m'a réchauffé le cœur. Lucien viendrait nous rejoindre dans quelques semaines pour ses vacances annuelles. Il avait déjà prévu de m'aider à aménager une petite bibliothèque dans le salon de la maison, sélectionnant pour moi des éditions rares qu'il gardait précieusement dans sa librairie. Un autre message est arrivé, cette fois de M. Lefebvre. Document reçu et enregistré. Tout est en ordre. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. L'avocat avait récupéré les papiers signés par mes fils la veille et les avait officiellement déposés. D'un point de vue légal, Antoine et Philippe avaient renoncé à tout droit sur mes biens. La Fondation Lumière était désormais une entité juridique solide, dotée d'un conseil d'administration composé de personnes de confiance et d'un règlement strict concernant l'utilisation des fonds. Aucun message d'Antoine ou de Philippe, bien sûr. Je n'en attendais pas. Ils devaient encore digérer le choc, lécher leurs blessures, peut-être comploter une contre-attaque qui ne viendrait jamais. Ils finiraient par comprendre que j'avais verrouillé toutes les issues, anticipé toutes leurs manœuvres possibles, non pas par cruauté, mais par nécessité. Le contrôleur est passé vérifier nos billets, nous souhaitant un agréable voyage avec un sourire professionnel. J'ai commandé un thé pour moi et un chocolat chaud pour Juliette, comme nous le faisions toujours lors de nos voyages ensemble lorsqu'elle était enfant. Ces petits rituels, ces continuités malgré les bouleversements, étaient essentiels pour nous ancrer dans notre nouvelle réalité. « À quoi penses-tu » m'a demandé Juliette, alors que le train traversait maintenant les paysages spectaculaires de la Côte d'Azur, longeant la Méditerranée, qui scintillait comme un tapis de diamants sous le soleil de l'après-midi. J'ai souri, regardant ce bleu intense qui serait désormais la toile de fond de notre quotidien. Je pense à demain, à tous les demain qui nous attendent.
Le train est arrivé à Nice avec 20 minutes de retard. Un miracle par les standards de la SNCF. La chaleur nous a enveloppés dès que nous sommes descendus sur le quai. Une chaleur différente de celle de Paris, plus sèche, plus parfumée, chargée d'embrun et d'essence méditerranéenne. La voiture de location nous attendait comme prévu. Une petite Citroën décapotable. Un autre petit luxe que je m'étais offert. Le trajet de Nice à Antibes longe la mer, offrant l'un des panoramas les plus spectaculaires de France. La route de la Corniche, avec ses falaises plongeant dans l'azur, ses villas somptueuses, ses petites criques secrètes. C'est comme dans un film, a murmuré Juliette, le vent ébouriffant ses cheveux. C'est mieux qu'un film, ai-je répondu. C'est la vie, notre vie. Désormais, Antibes nous est apparue en fin d'après-midi, baignée dans cette lumière dorée qui avait tant inspiré Picasso et Matisse. Une ville à taille humaine, ni trop grande ni trop petite, avec son marché provençal, ses ruelles médiévales, son port de plaisance où s'alignaient yachts luxueux et barques de pêcheurs dans une cohabitation improbable. La maison se trouvait à la limite de la vieille ville, dans une ruelle tranquille, où les touristes se faisaient rares. Je me suis garé devant le petit portail bleu, coupant le moteur avec un sentiment d'aboutissement. Nous étions arrivés. Non pas à la fin d'un voyage, mais au début d'un autre. La clé a tourné dans la serrure, avec une facilité surprenante, comme si la maison nous attendait. À l'intérieur, l'air était frais, malgré la chaleur extérieure, grâce aux épais murs de pierre qui gardaient la fraîcheur. L'espace était modeste mais lumineux, un salon ouvrant sur une petite cuisine, 2 chambres à l'étage, une salle de bain avec une baignoire à pieds de lion, que j'avais immédiatement aimée lors de ma première visite. Lucien avait tenu parole. La maison était prête à nous accueillir, des draps frais sur les lits, des fleurs fraîches dans un vase sur la table à manger, un réfrigérateur rempli de produits locaux, fromage, olives, tomates gorgées de soleil, une bouteille de rosé de Provence mise au frais. Sur la table, une note de sa main. « Bienvenue dans votre nouvelle vie. L'aventure ne fait que commencer. » Juliette a ouvert les fenêtres et les volets, laissant entrer la lumière et l'air marin. Puis elle s'est précipitée à l'étage pour explorer sa nouvelle chambre, avec l'enthousiasme d'une enfant malgré ses 21 ans. Je suis restée seule dans le salon, savourant cet instant. Le bruit des vagues se fracassant contre les rochers parvenait jusqu'à moi, ainsi que les cris lointains des mouettes, des sons nouveaux qui deviendraient bientôt familiers, la bande sonore de cette nouvelle phase de ma vie. Sur une étagère, j'ai remarqué un cadre que je n'avais pas vu lors de ma visite précédente. En m'approchant, j'ai découvert une vieille photographie en noir et blanc, mes parents, jeunes et souriants, sur une plage qui ressemblait étrangement à celle d'Antibes. Je ne me souvenais pas avoir donné cette photo à Lucien. Comment avait-il pu la trouver? La photographie de mes parents m'a bouleversée. Je l'ai prise délicatement entre mes mains, passant mes doigts sur le verre qui protégeait cette image venue d'un autre temps. Leur jeunesse figée me renvoyait à mes propres souvenirs d'enfance, à cette plage d'Antibes où ils m'avaient emmené quand j'avais 8 ans, lors de nos uniques vacances sur la Côte d'Azur. Un bruit de pas dans l'escalier m'a tiré de ma contemplation. Juliette redescendait, les yeux brillants d'excitation. « Ma chambre est parfaite. La vue sur la mer, le petit balcon avec les fleurs, c'est comme si cette maison nous attendait depuis toujours. » Elle a remarqué la photographie dans mes mains et s'est approchée, curieuse. « Qui sont ces personnes ?»« Mes parents, ton arrière-grand-mère Élise et ton arrière-grand-père François. Cette photo a été prise ici, à Antibes, pendant l'été 1955, 1 an avant ma naissance. » Juliette a examiné l'image avec attention, cherchant peut-être des ressemblances familiales dans ces visages souriants qui regardaient l'objectif depuis un autre siècle. Comment cette photo est-elle arrivée ici? J'ai secoué la tête aussi perplexe qu'elle. Je l'ignore. Elle était dans un album que je gardais dans mon bureau à Paris. Lucien a dû la prendre lors d'une de ses visites, mais je ne comprends pas comment il a su que... Ma voix s'est éteinte alors qu'un souvenir remontait à la surface. Une conversation avec ma mère, peu avant sa mort, 15 ans auparavant. Elle m'avait parlé de cet été à Antibes, de cette maison qu'ils avaient louée pendant 3 semaines, de leur rêve jamais réalisé d'y revenir un jour,
d'y acheter peut-être une petite propriété pour leur retraite. Un rêve que la vie avait balayé, comme tant d'autres. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Quoi donc? Cette maison? Je crois que c'est celle où mes parents ont séjourné cet été-là. Regarde l'arrière-plan de la photo, ce portail bleu derrière eux. Nous nous sommes précipités vers la porte d'entrée, comparant l'image en noir et blanc avec le portail actuel. Malgré les décennies écoulées, la structure était identique, seule la couleur avait été rafraîchie au fil des ans. C'est incroyable, a soufflé Juliette. Comment as-tu pu acheter exactement cette maison sans le savoir? Je me suis assise sur les marches du perron, les jambes soudain faibles. Le hasard n'existait pas à ce point. Quelqu'un avait orchestré cette coïncidence. Lucien, ai-je murmuré. Ce ne peut être que lui. Mon vieil ami connaissait cette histoire. Je la lui avais racontée un soir, après avoir retrouvé cet album photo lors du décès de ma mère. Il avait dû s'en souvenir, faire des recherches, peut-être même retrouver le propriétaire actuel par des moyens que j'ignorais. Et quand j'avais mentionné mon désir de quitter Paris pour la Côte d'Azur, il avait subtilement orienté mes recherches vers Antibes, puis vers cette maison spécifique. Cette réalisation m'a submergé d'émotions. Un tel geste de la part de Lucien, si attentionné, si profond dans sa signification. Il m'offrait non seulement un nouveau départ, mais aussi une forme de retour aux sources, une connexion avec mes parents disparus, une continuité dans le tumulte des changements. Mon téléphone a vibré, un message de Lucien, comme s'il avait senti que nous venions de découvrir son secret. Alors comment trouves-tu la maison de tes parents? Le destin fait parfois de beaux détours, n'est-ce pas? Les larmes me sont montées aux yeux. Juliette s'est assise à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. C'est un signe, grand-mère, un signe que tu as pris la bonne décision. Nous sommes restés ainsi un moment, savourant cette découverte qui donnait une dimension supplémentaire à notre nouvelle vie. Puis, comme pour marquer symboliquement notre installation, nous avons débouché la bouteille de rosé laissée par Lucien et porté un toast sur la petite terrasse qui surplombait la mer. À la maison retrouvée, ai-je dit, levant mon verre. À notre nouveau départ, a ajouté Juliette. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, embrasant le ciel de teintes orangées et violettes. Le spectacle était si saisissant que nous sommes restés silencieuses, absorbées par cette beauté simple qui serait désormais notre quotidien. Cette première soirée à Antibes avait quelque chose de magique, comme si nous étions entrés dans une dimension parallèle où le temps s'écoulait différemment. Nous avons improvisé un dîner léger avec les provisions laissées par Lucien, puis exploré chaque recoin de notre nouvelle demeure, découvrant ses petites particularités. Une fissure dans le mur de la cuisine qui dessinait une forme d'oiseau, une fenêtre qui grinçait légèrement quand le vent soufflait du sud, une marche de l'escalier qui craquait systématiquement sous nos pas. La nuit, allongée dans mon nouveau lit, j'ai écouté les bruits inconnus de cette maison qui deviendrait la mienne. Le murmure distant de la mer, le chant des cigales qui ne s'arrêtait jamais complètement, même après le coucher du soleil, le bruissement des branches du figuier contre ma fenêtre, des sons apaisants, naturels, si différents des klaxons et des sirènes parisiennes. Le sommeil m'a surprise en pleine réflexion, un sommeil profond et réparateur comme je n'en avais pas connu depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. Pendant un instant déroutant, j'ai fixé le plafond inconnu, me demandant où j'étais. Puis tout m'est revenu, la confrontation au restaurant, le départ de Paris, l'arrivée à Antibes, la découverte de la photographie, notre nouvelle vie. Je me suis levée avec une énergie surprenante pour mon âge. Ouvrant les volets, j'ai été accueillie par le bleu intense de la Méditerranée et le ciel sans nuages. La lumière ici était différente, plus vive, plus pure, révélant les couleurs avec une intensité presque surréaliste. Juliette dormait encore, épuisée par les émotions des derniers jours. J'ai décidé de la laisser se reposer et de partir à la découverte du quartier. Après une douche rapide et un café sur la terrasse, j'ai quitté la maison, un panier au bras, déterminée à trouver le marché local pour nos provisions. Les ruelles d'Antibes s'éveillaient doucement. Quelques commerçants relevaient leurs stores, des restaurateurs disposaient des tables en terrasse, des pêcheurs revenaient avec leur prise matinale. J'ai suivi mon instinct, guidé par les odeurs de pain frais et de fleurs coupées. Le marché provençal
se tenait sur une petite place ombragée par des platanes centenaires. Les étals colorés débordèrent de fruits et légumes gorgés de soleil, d'herbes aromatiques qui parfumaient l'air, de fromages locaux aux formes variées, d'olives marinées selon des recettes ancestrales. Ce spectacle sensuel m'a rappelé pourquoi la France méridionale était si chère au cœur des artistes. Cette abondance, cette sensualité naturelle, cette célébration quotidienne des plaisirs simples. J'ai fait le tour des étals, échangeant quelques mots avec les vendeurs. Contrairement à Paris, où l'anonymat était la règle, ici les commerçants prenaient le temps de discuter, curieux de cette nouvelle venue aux cheveux blancs et à l'accent légèrement parisien. « Vous êtes en vacances ?» m'a demandé une vendeuse de fromage, une femme d'une 50aine d'années au visage buriné par le soleil. « Non, je viens de m'installer. J'ai acheté la petite maison bleue dans la rue des Orangers. Ah, chez le vieux Marcel. Un brave homme. Il est parti vivre en Bretagne, je crois. C'est exact. Je suis arrivée hier de Paris. » La fromagère a hoché la tête avec approbation. « Vous avez bien fait. Paris n'est pas un endroit pour vieillir. Ici, le soleil vous gardera en bonne santé. » Cette remarque, qui aurait pu sembler déplacée à Paris, m'a fait sourire. Cette franchise méridionale, dépourvue de malice, avait quelque chose de rafraîchissant. Je l'espère bien. Quel fromage me recommandez-vous? Cette simple question a déclenché une véritable conférence sur les fromages locaux, leurs caractéristiques, les meilleures façons de les déguster. J'ai fini par acheter 3 variétés différentes, promettant de revenir lui donner mon avis. D'étal en étal, mon panier s'est rempli. Des tomates qui sentaient le soleil, des courgettes fleurs pour une tempura que Juliette adorait, des pêches juteuses pour le dessert, une baguette croustillante encore chaude, un bouquet de lavande pour parfumer la maison. À chaque achat, une conversation, un conseil, parfois même une anecdote sur le quartier ou sur l'ancien propriétaire de ma maison. En moins d'1 heure, je connaissais déjà plusieurs prénoms, avais été invité à 2 apéritifs et avait reçu l'adresse d'un médecin qui comprend les problèmes des personnes de notre âge. Cette intégration spontanée, cette facilité à créer du lien, contrastait tellement avec la froideur parisienne que j'en étais presque étourdi. Sur le chemin du retour, j'ai croisé un vieil homme qui peignait en plein air, installé face à la mer. Son chevalet était positionné de manière à capturer la lumière matinale sur les remparts de la vieille ville. Je me suis arrêté pour admirer son travail, une aquarelle aux teintes délicates qui saisissait parfaitement l'atmosphère du lieu. « C'est très beau », ai-je commenté sincèrement. Il a levé les yeux, m'examinant par-dessus ses lunettes à monture métallique. « Merci, madame. Vous êtes artiste aussi ?» J'ai secoué la tête, un peu gênée. « Non, mais j'ai enseigné l'histoire de l'art pendant 40 ans, à la Sorbonne. » Ses yeux se sont éclairés d'intérêt. « La Sorbonne? Rien que ça. Et qu'est-ce qui amène une professeure de la Sorbonne dans notre modeste Antibes? Une nouvelle vie. Je viens d'emménager dans la rue des Orangers. Ah, nous sommes presque voisins alors. Je vis rue des Citronniers, juste derrière. Claude Renoir, enchanté. » Il m'a tendu une main tachée de peinture que j'ai serrée sans hésitation. « Marguerite Dubois, Renoir, comme le peintre. » Il a ri, un rire chaleureux qui creusait des rides au coin de ses yeux. « Un lointain cousin, oui, mais ne vous faites pas d'illusions. Le talent ne se transmet pas toujours par le sang. » Nous avons discuté quelques minutes de peinture, de la lumière particulière d'Antibes, des artistes qui avaient immortalisé cette côte. Claude m'a invité à passer chez lui un jour pour voir sa collection de livres d'art, une proposition que j'ai acceptée avec plaisir. Vous verrez, Marguerite, Antibes a quelque chose de spécial. Cette ville guérit les âmes blessées. Je ne sais pas ce qui vous a poussé à quitter Paris, mais je parie que dans 6 mois, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Ces paroles m'ont accompagné jusqu'à la maison, résonnant avec une vérité que je commençais déjà à ressentir. Antibes avait quelque chose de spécial, une énergie particulière, une douceur de vivre qui agissait comme un baume. De retour à la maison, j'ai trouvé Juliette réveillée, sirotant un café sur la terrasse, ses cheveux encore humides de la douche. Elle a poussé un cri de joie en voyant mon panier débordant de trésors culinaires. « Tu as déjà trouvé le marché? Raconte-moi tout. » Je lui ai narré mes découvertes, mes rencontres, la chaleur des habitants, le sentiment étrange d'être à la fois étrangère et bienvenue. Elle m'écoutait avec ce mélange d'attention et d'enthousiasme
qui la caractérisait, posant parfois une question, riant de mes anecdotes. « Je sens que nous allons être heureuses ici », a-t-elle conclu, mordant dans une pêche juteuse qui a dégouliné sur son menton. « Je le crois aussi, ma chérie. » Les jours suivants ont établi un rythme nouveau dans nos vies. Chaque matin, j'allais au marché, enrichissant mon réseau de connaissances locales. L'après-midi, nous explorions la région. Les plages secrètes, accessibles uniquement par des sentiers escarpés, les petits villages perchés de l'arrière-pays, les musées qui célébraient les artistes attirés par cette lumière incomparable. Une semaine après notre arrivée, mon téléphone a sonné alors que nous déjeunions sur la terrasse. Un numéro inconnu. J'ai hésité, craignant qu'il ne s'agisse d'Antoine ou Philippe, mais la curiosité l'a emporté. « Allô, Madame Dubois, ici Maître Lefebvre. » La voix grave et posée de mon avocat m'a immédiatement rassurée. « Bonjour, maître. Un problème avec les documents ?»« Non, tout est parfaitement en ordre de ce côté. Je vous appelle à propos de vos fils. » Mon cœur s'est serré. Malgré tout ce qui s'était passé, ils restaient mes enfants. L'inquiétude maternelle ne s'éteint jamais complètement. Que se passe-t-il? Ils ont tenté de contester les documents qu'ils ont signés. Comme nous l'avions prévu, ils prétendent avoir signé sous la contrainte. J'ai échangé un regard avec Juliette, qui avait compris qu'il s'agissait d'une conversation importante. Et comme nous l'avions anticipé, leur demande a été rejetée. J'avais pris soin de faire constater par le maître d'hôtel du restaurant que personne ne les forçait physiquement à signer. De plus, les preuves que nous détenons contre eux sont si accablantes qu'aucun juge censé ne prendrait le risque de les soutenir. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que notre plan ait fonctionné, tristesse qu'ils aient effectivement tenté de revenir sur leurs paroles, confirmant une fois de plus leur manque d'intégrité. Ont-ils remboursé les sommes détournées? Pas encore. Ils ont jusqu'à la fin du mois, mais j'ai bon espoir qu'ils s'exécuteront, maintenant qu'ils savent que nous ne céderons pas. Nous avons discuté encore quelques minutes des détails techniques, puis j'ai raccroché, pensive. « Ils ont essayé de contester ?» a demandé Juliette. « Oui, sans surprise. » Elle a secoué la tête, déçue mais pas étonnée. « Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas ?» J'ai regardé la mer qui s'étendait devant nous, immuable et changeante à la fois, comme les relations humaines. Les gens changent rarement, ma chérie. Ils révèlent plutôt qui ils sont vraiment quand les circonstances les y poussent. Nous sommes restées silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Puis Juliette a posé sa main sur la mienne, ses doigts effleurant les perles que je lui avais données et qu'elle portait maintenant tous les jours. « Je suis fière de toi, grand-mère, de ce que tu as fait, de ton courage. » Ces mots simples m'ont touchée plus profondément que tous les discours. Être une source de fierté pour sa petite fille, lui montrer qu'on pouvait se tenir debout face à l'injustice même à mon âge, c'était peut-être le plus bel héritage que je pouvais lui laisser. L'après-midi même, nous avons reçu un email de la Fondation Lumière. Le conseil d'administration que j'avais soigneusement composé avant mon départ de Paris m'informait qu'ils avaient reçu plus de 100 candidatures pour leur première session de bourse. Des jeunes artistes talentueux mais sans moyens. Exactement ceux que je voulais aider. « Voudrais-tu participer à la sélection ?» ai-je demandé à Juliette. « Ton regard de jeune artiste serait précieux. » Ses yeux se sont illuminés. « Tu me le proposes vraiment? Ce serait extraordinaire. » « Bien sûr, la Fondation est aussi ton héritage, d'une certaine façon. Et puis, qui mieux qu'une étudiante en art peut comprendre les besoins et les aspirations de ces jeunes candidats? Cette proposition a déclenché chez Juliette un flot d'idées pour la Fondation. Des ateliers collectifs, des expositions pour les boursiers, des collaborations avec des artistes établis qui accepteraient de devenir mentors. Son enthousiasme était contagieux, ravivant en moi cette passion pour l'art qui avait guidé toute ma carrière d'enseignante. Un mois s'était écoulé depuis notre arrivée à Antibes. La maison de la rue des Orangers était désormais véritablement nôtre. Nous avions repeint les murs du salon dans un jaune pâle qui captait la lumière du matin, arrangé la petite bibliothèque que Lucien avait aidé à installer lors de sa visite la semaine précédente, et planté des herbes aromatiques dans le jardin. Chaque jour apportait son lot de petites améliorations, transformant cette demeure en un foyer qui nous ressemblait. Ce matin-là, je prenais mon café sur la terrasse, comme devenu mon rituel quotidien, lorsque mon téléphone a vibré. Un message de Maître Lefebvre
Les fonds ont été restitués en totalité. Le délai a été respecté. Cette nouvelle aurait dû me réjouir. Antoine et Philippe avaient finalement rendu l'argent qu'ils avaient détourné, se pliant ainsi à nos conditions. Pourtant, je n'ai ressenti qu'une vague mélancolie. Pas de soulagement, pas de triomphe, juste la confirmation d'une rupture que j'avais moi-même orchestrée, mais qui, malgré sa nécessité, laissait un goût amer. J'ai répondu par un simple « merci de m'en informer », incapable de trouver des mots plus éloquents pour exprimer ce mélange confus d'émotions. Puis j'ai rangé mon téléphone et me suis concentrée sur la mer qui s'étendait devant moi, changeante et constante à la fois, comme pour me rappeler que la vie continuait, imperturbable, au-delà des drames humains. Juliette est sortie de la maison, un carton à dessin sous le bras. À 21 ans, elle s'épanouissait visiblement dans ce nouvel environnement. Ses joues avaient au pris des couleurs sous le soleil méditerranéen et une assurance nouvelle transparaissait dans sa démarche. « Je vais dessiner au cap d'Antibes ce matin », a-t-elle annoncé, déposant un baiser sur ma joue. Claude m'a montré un endroit incroyable, une crique secrète où la lumière est parfaite à cette heure. Claude Renoir, notre voisin peintre, était devenu un ami précieux pour nous deux. Il avait pris Juliette sous son aile, partageant avec elle ses connaissances techniques, l'emmenant peindre sur les plus beaux sites de la région. Leur relation rappelait celle d'un maître et de son apprenti, dans la plus pure tradition artistique. « N'oublie pas que nous avons rendez-vous à la Fondation à 14 h, lui ai-je rappelé. Le comité attend notre sélection finale pour les bourses. Je serai là, promis, a-t-elle lancé en franchissant le portail bleu, sa silhouette bientôt avalée par la lumière éclatante de la rue. Restée seule, j'ai consulté ma montre. 9 h. J'avais quelques heures devant moi avant notre rendez-vous à la Fondation Lumière, dont le siège provisoire avait été établi dans un petit local près du port d'Antibes. J'avais prévu de consacrer cette matinée à la rédaction d'un article pour une revue d'histoire de l'art qui m'avait sollicité, une analyse des influences méditerranéennes dans l'œuvre de Matisse. Mais l'écho du message de Maître Lefebvre résonnait encore dans mon esprit, m'empêchant de me concentrer. J'ai décidé de marcher jusqu'au marché, espérant que l'animation des lieux et les conversations avec les commerçants devenus familiers me distrairaient de mes pensées. En chemin, j'ai croisé Madame Laurent, une voisine septuagénaire, qui promenait son petit chien frisé. « Marguerite, quelle joie de vous voir! Vous avez entendu la nouvelle ?» Son enthousiasme était contagieux, chassant momentanément mes ruminations. « Quelle nouvelle, Adrienne! La mairie va organiser un festival d'art en septembre. Des expositions dans toute la ville, des concerts, des conférences. Ils cherchent des bénévoles pour l'organisation. Avec votre expérience dans l'art, vous seriez parfaite. Cette proposition inattendue a éveillé mon intérêt. Depuis mon arrivée à Antibes, je m'étais volontairement tenue à l'écart de tout engagement officiel, savourant ma liberté nouvelle, ma vie sans responsabilité autre que celle que je choisissais. Mais l'idée de participer à un événement culturel local, de mettre mes connaissances au service de cette communauté qui m'avait si chaleureusement accueilli, avait quelque chose de séduisant. C'est une idée intéressante, ai-je admis. À qui dois-je m'adresser? Passez à la mairie cet après-midi. Demandez M. Fabre. C'est l'adjoint à la culture. Un homme charmant, veuf comme vous. Il sera ravi de vous rencontrer. Le clin d'œil qui a accompagné cette dernière remarque m'a fait sourire. Adrienne, comme plusieurs de mes nouvelles connaissances antiboises, semblait déterminée à me voir refaire ma vie sur le plan sentimental. À 68 ans, je trouvais ces tentatives de matchmaking à la fois touchantes et légèrement absurdes. Mais je n'avais pas le cœur à décourager ces bonnes intentions. « Je passerai peut-être demain », ai-je répondu évasivement. Le marché était particulièrement animé ce jour-là. J'ai fait mes achats habituels. Du pain frais, des fruits de saison, un morceau de ce fromage de chèvre que Juliette adorait, échangeant des nouvelles avec les commerçants qui me connaissaient désormais par mon prénom. Cette familiarité quotidienne, cette appartenance naturelle à un lieu et à sa communauté, représentait peut-être le changement le plus significatif dans ma vie depuis notre départ de Paris. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité puis décidé de répondre. « Allô? Maman ?» La voix d'Antoine. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis cette soirée fatidique au restaurant La Belle Époque. « Oui, Antoine. »
Un silence inconfortable s'est installé. J'entendais sa respiration, légèrement haletante, comme s'il avait couru ou qu'il était nerveux. J'ai restitué l'argent, a-t-il finalement dit. Tout ce que j'avais pris. Je sais, Maître Lefebvre m'en a informé ce matin. Nouveau silence. Je pouvais presque sentir son malaise à travers le téléphone. Je voulais juste te dire que je l'ai fait, que j'ai respecté notre accord. J'ai attendu la suite, des excuses, peut-être, ou au moins une explication. Mais rien n'est venu. Cette absence de remords m'a frappé comme une confirmation finale. Mon fils n'avait pas changé. Il avait remboursé l'argent non par conscience de ses torts, mais par peur des conséquences légales. « Merci de m'avoir appelé, Antoine », ai-je répondu, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. « Je te souhaite une bonne journée. » J'allais raccrocher quand sa voix m'a retenu. « Attends, comment vas-tu? Comment est Antibes ?» Cette question apparemment anodine m'a prise au dépourvu. Était-ce une tentative maladroite de réconciliation? Une simple curiosité? Ou cherchait-il des informations pour une raison plus obscure? Je vais bien. Antibes est magnifique. La maison est petite, mais parfaite pour Juliette et moi. Juliette, elle ne répond pas à mes appels. C'est son choix, Antoine. Je ne m'implique pas dans votre relation. Un soupir frustré à l'autre bout de la ligne. Tu l'as monté contre moi, contre nous. Cette accusation injuste a ravivé ma colère. Une émotion que je croyais avoir dépassée. Je n'ai rien fait de tel. Juliette a été témoin de vos agissements. Elle a tiré ses propres conclusions. Elle est jeune, influençable. Tu as profité de son admiration pour toi. Cette conversation ne mène nulle part, Antoine. Si tu n'as rien d'autre à me dire, j'aimerais venir vous voir, à Antibes, juste pour parler, en personne. Cette demande m'a figé sur place. L'idée de revoir Antoine, de l'accueillir dans notre sanctuaire de paix, provoquait en moi des sentiments contradictoires. Une part de moi, la mère, toujours présente malgré tout, aspirait à une réconciliation. Une autre, la femme blessée, trahie, redoutait que cette visite ne soit qu'une nouvelle tentative de manipulation. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant, ai-je finalement répondu. Nous avons besoin de temps, tous. Combien de temps, maman? 1 mois? 1 an? Jamais? Sa voix trahissait une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Peut-être depuis l'époque où, adolescent, il venait me confier ses peines de cœur. Je ne sais pas, Antoine. Ce n'est pas une question de délai précis. C'est une question de reconstruction, de confiance. Je comprends, a-t-il murmuré. Bien que je doutais qu'il comprenne vraiment, je suis désolé pour tout. Ces excuses tardives, arrachées comme une dent malade, n'effaçaient rien, mais elles étaient peut-être un début, un minuscule pas vers quelque chose qui ressemblait à une prise de conscience. « Merci de le dire », ai-je répondu, incapable d'accepter pleinement ces excuses, mais reconnaissant l'effort qu'elles représentaient. « Prends soin de toi, Antoine. » J'ai raccroché, le cœur lourd mais étrangement plus léger aussi, comme si cette conversation avait libéré quelque chose en moi. Je n'étais pas prête à pardonner, pas encore, peut-être jamais complètement, mais le simple fait qu'Antoine ait fait un pas vers moi, aussi maladroit soit-il, offrait une possibilité que je n'avais pas envisagée jusqu'alors, celle d'une relation future, différente, reconstruite sur des bases plus saines. De retour à la maison, j'ai rangé mes achats puis me suis installée à mon petit bureau face à la fenêtre qui donnait sur le jardin. L'article sur Matisse attendait toujours, mais mon esprit était ailleurs. J'ai ouvert un nouveau document et commencé à écrire, laissant couler mes pensées sans filtre. Ma vie a 68 ans, un nouveau départ. Les mots sont venus facilement, comme un flot longtemps contenu qui trouve enfin une brèche. J'ai écrit sur Paris, sur mes fils, sur la trahison et la douleur, sur Juliette, ma lumière dans cette obscurité, sur Antibes, son accueil chaleureux, sa lumière qui transformait tout, sur cette sensation étrange d'être à la fois plus vieille que jamais et pourtant plus jeune, plus vivante que je ne l'avais été depuis des décennies. Je ne savais pas ce que je ferais de ce texte, le garder pour moi, le partager avec Juliette, peut-être le développer en un récit plus complet. Mais l'acte d'écrire lui-même était thérapeutique, me permettant de mettre en perspective les événements tumultueux des derniers mois. Midi approchait lorsque j'ai finalement entendu Juliette rentrer, ses pas légers dans l'escalier. Elle est apparue à la porte de mon bureau,
les joues rougies par le soleil, les yeux brillants d'excitation. « J'ai quelque chose à te montrer » a-t-elle annoncé, brandissant son carnet de croquis. Elle l'a ouvert sur mon bureau, révélant une série de dessins au fusain qui capturaient admirablement la crique dont Claude lui avait parlé. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était l'évolution visible de son style. Ses dessins avaient une assurance, une maturité que je n'avais jamais vue dans ses travaux précédents. « Juliette, c'est remarquable, tu as fait d'énormes progrès. » Elle a rougi sous le compliment, mais son sourire reflétait sa conscience de cette avancée artistique. Claude dit que c'est la lumière d'ici, qu'elle révèle la vérité des formes comme nulle part ailleurs. Ce n'est pas seulement la lumière, ma chérie, c'est toi, ta confiance, ta liberté nouvelle. Elle a hoché la tête, comprenant ce que je voulais dire. Antibes nous transformait toutes les deux, chacune à notre façon. Ton père a appelé, ai-je dit doucement, observant sa réaction. Son visage s'est fermé instantanément, ses yeux perdant leur éclat joyeux. Qu'est-ce qu'il voulait? Me dire qu'il avait remboursé l'argent et qu'il aimerait venir nous voir. Juliette s'est assise sur le rebord de mon bureau, jouant nerveusement avec un crayon. « Et qu'as-tu répondu? Que ce n'était pas le bon moment, que nous avions tous besoin de temps. » Elle a semblé soulagée, ses épaules se détendant visiblement. « Je ne suis pas prête à le revoir, ni lui, ni maman. »« Tu n'y es pas obligée, Juliette. Cette maison est notre refuge. Personne n'y entre sans notre consentement à toutes les deux. » Elle m'a regardée avec une gratitude qui m'a réchauffé le cœur. Puis elle a jeté un œil à ma montre. « Il est presque l'heure d'aller à la fondation. Je vais me changer rapidement. » Elle a filé vers sa chambre, me laissant ranger mes notes et me préparer pour notre rendez-vous. La Fondation Lumière était devenue notre projet commun, un moyen de transformer l'argent qui avait failli détruire notre famille en quelque chose de positif, de créateur. Le local de la Fondation, situé dans une ruelle pittoresque près du port, était modeste mais lumineux. Nous y avions installé un bureau, quelques étagères pour les dossiers et un espace d'exposition où les œuvres des futurs boursiers pourraient être présentées. Les membres du comité, 4 personnes que j'avais soigneusement choisies pour leur intégrité et leur expertise dans différents domaines artistiques, nous attendaient. La réunion a duré 2 heures, pendant lesquelles nous avons examiné les candidatures présélectionnées, discuté des mérites de chaque dossier, parfois vivement, mais toujours avec respect. Juliette, malgré son jeune âge, participait pleinement au débat, apportant un regard frais que les autres membres appréciaient visiblement. Nous avons finalement sélectionné 10 boursiers pour cette première promotion, 5 femmes et 5 hommes, âgés de 18 à 30 ans, représentant diverses disciplines artistiques, de la peinture traditionnelle à l'art numérique, en passant par la sculpture et la photographie. Chacun recevrait une bourse suffisante pour se consacrer entièrement à son art pendant 1 an, ainsi qu'un accès à un atelier collectif que la Fondation allait aménager dans un ancien entrepôt du port. En quittant la réunion, Juliette et moi avons décidé de marcher le long de la promenade qui bordait la mer, savourant la douce lumière de fin d'après-midi. La journée avait été riche en émotions, l'appel d'Antoine, les magnifiques dessins de Juliette, la sélection des boursiers. « Grand-mère » a dit soudain Juliette, s'arrêtant pour regarder le soleil qui commençait à descendre vers l'horizon. « Je voulais te remercier. »« Me remercier? Pourquoi, ma chérie? »« Pour tout. Pour avoir eu le courage de confronter papa et maman. Pour avoir créé cette nouvelle vie pour nous. Pour m'avoir montré qu'on peut toujours recommencer, quel que soit son âge. » Ces paroles m'ont touché profondément, ravivant en moi cette certitude que malgré la douleur et les sacrifices, j'avais fait le bon choix. C'est moi qui devrais te remercier, Juliette. Sans ton soutien, je n'aurais jamais eu la force de mener ce plan jusqu'au bout. Elle a secoué la tête, un sourire doux aux lèvres. Tu l'aurais fait. Tu es plus forte que tu ne le crois. Nous avons repris notre marche, bras dessus, bras dessous, 2 femmes à des étapes différentes de leur vie, mais unies par un lien qui transcendait les simples relations familiales. Un lien forgé dans l'adversité, renforcé par des choix difficiles mais justes, et qui s'épanouissait maintenant dans la lumière dorée d'Antibes. En rentrant à la maison, j'ai trouvé un email du directeur d'une galerie parisienne renommée. Il avait entendu parler de la Fondation Lumière et proposait un partenariat pour exposer les œuvres de nos boursiers à Paris. Cette opportunité inattendue
ouvrait de nouvelles perspectives pour la Fondation, élargissant son impact bien au-delà d'Antibes. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de pourpre et d'orange, j'ai réalisé que ma vie à 68 ans n'était pas une fin, mais un commencement. Ce que Camille avait jeté à mon visage comme une insulte, « Personne ne t'aime, vieille femme », s'était transformé en catalyseur d'une renaissance que je n'aurais jamais imaginée. J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient tenu mes fils nouveau-nés, qui avaient caressé les cheveux de Juliette enfant, qui avaient tourné les pages de milliers de livres d'art, qui avaient signé les documents mettant fin à une vie de tromperie. Ces mains n'étaient pas celles d'une vieille femme, résignée à l'invisibilité et à l'insignifiance. C'étaient des mains qui avaient encore tant à donner, à créer, à transformer. Sur la terrasse, les dernières lueurs du jour illuminaient la mer d'un éclat presque surnaturel. Juliette préparait le dîner, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas. La maison de mes parents, devenue la nôtre par un merveilleux concours de circonstances, nous enveloppait de sa chaleur bienveillante. Dans ce moment de paix parfaite, j'ai compris que la véritable vengeance n'était pas dans la punition infligée à ceux qui m'avaient blessé, mais dans cette vie nouvelle que j'avais osé créer pour moi-même. Une vie où l'âge n'était plus une limite, mais une force, où chaque jour offrait de nouvelles découvertes, de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. La vengeance la plus douce était simplement d'être heureuse, authentiquement et pleinement heureuse, contre toutes les attentes de ceux qui pensaient qu'à mon âge, il était trop tard pour recommencer. Il y a 6 mois, lors d'un dîner de famille au restaurant La Belle Époque à Paris, ma belle-fille Camille a prononcé des mots qui ont changé ma vie à jamais. « Personne ne t'aime, vieille femme. Ils veulent juste ton argent. » Cette phrase cruelle, lancée comme un poison à mon visage, aurait pu me détruire. Au lieu de cela, elle m'a libérée. Je m'appelle Marguerite Dubois. À 68 ans, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie, après avoir découvert que mes propres enfants, Antoine et Philippe, complotaient pour me dépouiller de mes biens. Pendant 3 longues années, j'ai patiemment rassemblé des preuves de leur malversation. Non pas comme une mère blessée cherchant vengeance, mais comme l'enquêtrice financière que j'étais avant de devenir professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne. Un passé qu'ils ignoraient totalement. Cette histoire que je vous ai racontée n'est pas seulement celle d'une trahison familiale. C'est un récit de renaissance, de courage et de la découverte qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec l'aide de ma petite fille Juliette, la seule qui m'ait vraiment aimée pour moi-même, j'ai élaboré un plan minutieux qui a culminé lors de ce fameux dîner où Camille a finalement révélé le véritable visage de ma famille. Ce soir-là, j'ai fait ce que personne n'attendait d'une vieille femme comme moi. J'ai appelé ma banque, transféré mes économies vers une fondation que j'avais créée, la Fondation Lumière. J'ai révélé à mes fils que j'avais vendu l'appartement parisien qu'ils convoitaient tant. Puis j'ai posé sur la table les preuves de leur fraude, leur offrant un choix, signer des documents renonçant à toute réclamation sur mes biens et restituer l'argent détourné, ou faire face à des poursuites judiciaires qui auraient détruit leur carrière et peut-être même leur liberté. Face à leur stupéfaction, j'ai retiré mes perles, celles que vous avez pu voir dans la photo, et les ai placées autour du cou de Juliette, symbolisant la transmission d'un héritage différent, celui des valeurs et de l'intégrité. Notre nouvelle vie a commencé à Antibes, dans une maison qui, par un merveilleux hasard, orchestré par mon vieil ami Lucien, s'est avérée être celle où mes parents avaient séjourné un été avant ma naissance. Une maison modeste mais lumineuse, avec vue sur la Méditerranée, où Juliette et moi avons trouvé un refuge, un nouveau départ. Antibes nous a accueillis à bras ouverts, les commerçants du marché, les voisins, même un peintre local nommé Claude Renoir. Nous avons rapidement tissé des liens dans cette communauté chaleureuse si différente de l'anonymat parisien. Juliette a développé son talent artistique sous la lumière méditerranéenne, tandis que je me consacrais à la Fondation Lumière, transformant l'argent qui avait failli détruire ma famille en une source d'espoir pour de jeunes artistes talentueux mais sans moyens. 1 mois après notre installation, j'ai reçu un appel d'Antoine. Il avait remboursé l'argent détourné, respectant ainsi notre accord. Pour la première fois, il a tenté maladroitement de s'excuser,
de faire un pas vers une possible réconciliation. Je n'étais pas prête à lui pardonner, pas encore, mais cette ouverture m'a fait comprendre que même les relations les plus brisées peuvent parfois trouver un chemin vers la guérison. Cette histoire que je vous ai partagée est bien plus qu'un récit de vengeance. C'est un témoignage sur le pouvoir de se réinventer à tout âge, de transformer la trahison en force, de créer du beau à partir de la douleur. À 68 ans, j'ai découvert que ma vie ne s'achevait pas. Elle commençait à nouveau, riche de possibilités que je n'aurais jamais imaginées. Si vous aussi, vous avez connu la trahison familiale, si vous vous êtes senti invisible ou dévalorisé à cause de votre âge, sachez que votre histoire n'est pas terminée. Comme moi, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez vous lever et dire non à ceux qui vous manquent de respect. Vous pouvez transformer votre douleur en quelque chose de beau, de constructif, qui vous survivra. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté mon histoire. Ces récits que je partage sur Souvenirs de grand-mère ne sont pas de simples divertissements. Ils sont des témoignages authentiques, des leçons de vie que j'ai apprises parfois dans la souffrance, parfois dans la joie. Chaque vidéo que je crée pour vous représente des heures de travail, de réflexion, de mise en forme, pour transmettre au mieux ces expériences qui peuvent, je l'espère, vous inspirer dans votre propre parcours. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à la chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, je partage un nouveau récit, une nouvelle leçon tirée de mes 68 années d'existence. Des histoires d'amour, de perte, de courage, de renaissance, toutes authentiques, toutes porteuses de sens. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Votre histoire ressemble-t-elle à la mienne? Avez-vous déjà dû vous réinventer face à la trahison? Avez-vous trouvé, comme moi, que l'âge peut être une force plutôt qu'une faiblesse? Vos témoignages sont précieux, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui traversent peut-être des épreuves similaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. J'ai tant d'autres histoires à vous raconter, certaines plus douces, d'autres plus amères, mais toutes authentiques, toutes porteuses d'une sagesse acquise au fil des décennies. Je tiens également à vous parler d'une façon dont vous pouvez soutenir cette chaîne. La création de ces vidéos demande du temps, des ressources et beaucoup d'énergie. Si vous appréciez mon travail et souhaitez m'aider à continuer à partager ces histoires quotidiennement, vous pouvez utiliser la fonction « Merci » sous cette vidéo. C'est une forme de donation qui me permet de couvrir les coûts liés à la production de contenu de qualité. Votre soutien, même modeste, fait une différence immense et me permet de me consacrer pleinement à ce projet qui me tient tant à cœur. J'aimerais connaître votre avis sur les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Y a-t-il des aspects de la vie que vous aimeriez explorer à travers mes expériences? Des questions sur le vieillissement, la famille, l'amour tardif, la reconstruction après une perte? Partagez vos suggestions dans les commentaires. Cette chaîne est un dialogue entre nous, pas un monologue. De ma petite maison à Antibes, je vous envoie toute ma gratitude pour votre écoute attentive, pour votre temps précieux que vous m'avez accordé. La vie m'a appris que les connexions humaines sont notre plus grande richesse, même celles qui se tissent à distance, à travers un écran, entre une femme de 68 ans et des spectateurs qu'elle ne rencontrera peut-être jamais, mais avec qui elle partage l'essentiel, des histoires, des émotions, des leçons de vie. N'oubliez jamais que votre histoire compte, que votre voix mérite d'être entendue, quel que soit votre âge. Et si jamais quelqu'un vous dit « personne ne t'aime, vieille femme » ou l'équivalent adapté à votre situation, souvenez-vous de Marguerite Dubois et de sa renaissance à Antibes. Transformez cette cruauté en tremplin vers une vie plus authentique, plus libre, plus fidèle à vos valeurs profondes. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire sur Souvenirs de grand-mère. D'ici là, prenez soin de vous, vivez pleinement chaque jour et n'oubliez pas que la véritable richesse se trouve dans l'intégrité, dans l'amour sincère et dans le courage de recommencer encore et encore aussi longtemps que nous respirons.